Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être avec nous ce soir. On est très heureux d'organiser cette première session Zoom pour une journée très particulière pour nous tous, la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Juste avant de commencer, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se dérouler. Vos micros sont coupés. Seuls ceux des intervenants sont ouverts. Et la session va être enregistrée pour pouvoir partager avec celles et ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. Même si on ne vous voit pas tous, vous êtes très nombreux. Donc, on est vraiment très contents. Les intervenants vont faire une présentation qui devrait durer en tout une vingtaine de minutes, puis s'ouvrira la session de questions-réponses. Vous pouvez dès à présent nous envoyer des questions sur le chat. Et on en a déjà reçu en amont. Et je les lirai à haute voix pour que les intervenants puissent y répondre. On va essayer d'en faire un maximum, mais la session s'arrêtera à 21h. Donc, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas répondre à tous. Ça, c'est pour la logistique. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, il y a certaines personnes qui ont des problèmes de son. C'est bon? D'accord. Je vois des pouces qui se lèvent, donc a priori, et des gens qui secouent la tête en signe d'approbation. Donc, voilà. Donc, avant de laisser la parole à Alain Châtelain, qui est donc le président de la Fondation Paralysie cérébrale, je tiens encore à vous remercier tous de participer ce soir à cette réunion qui est organisée, comme je le disais, pour marquer la journée mondiale de la paralysie cérébrale. C'est vous qui êtes le moteur de la Fondation Paralysie cérébrale, vous, les personnes concernées, les familles, les parents, les proches, les chercheurs, les professionnels de santé, les bénévoles et les donateurs, évidemment. Sans vous, rien n'est possible. Et vous nous l'avez encore prouvé dernièrement en participant massivement à September, qui est donc le seul événement santé-bien-être de collecte de fonds pour la recherche sur la paralysie cérébrale. Et je voulais vraiment vous remercier pour cet élan très fort qui a eu lieu cette année, parce que nous étions près de 1700 participants. Et ensemble, nous avons parcouru plus de 317 000 kilomètres et récolté près de 115 000 euros. Et la collecte continue jusqu'à fin octobre. Et je suis sûre qu'on va atteindre les 150 000 euros et on compte déjà sur vous pour 2021 pour continuer dans cette lancée. Donc, merci à vous toutes et à tous. Et je vais laisser Alain Châtelain vous en dire plus sur les activités récentes de la Fondation. Donc, Alain, si tu veux parler. Écoutez, bonjour à tous, merci d'être là. C'est notre fête, c'est la fête de nos enfants, puisque c'est notre, et comme l'a dit Clara, c'est notre journée des familles, des personnes touchées par la paralysie cérébrale, des professionnels et des chercheurs, et puis de ceux qui soutiennent ce mouvement pour faire des progrès au traitement, à l'accompagnement, à la qualité des soins et développer les connaissances. Alors, au niveau de la Fondation, bien sûr, notre première mission, c'est le soutien à la recherche. Et vous entendrez ce soir deux personnes. Donc, Sylvain Brochard, qui coordonne le principal projet soutenu. Je le laisserai en parler, le projet CAP. Et puis, vous entendrez aussi Lucas Ravo, qui présentera un autre aspect important sur la connaissance des parcours des enfants. Il faut savoir aussi que la Fondation est engagée dans d'autres types d'activités. On a en ce moment des groupes de travail qui démarrent pour préparer un livre blanc sur la paralysie cérébrale, on a contribué avec l'enquête espace à obtenir la saisine de la Haute Autorité de Santé, qui travaille actuellement sur des recommandations pour la rééducation, et qu'on a actuellement en évaluation un appel à grand projet sur le diagnostic précoce et le dépistage de la paralysie cérébrale et de ses complications. Donc voilà, vous participez à un organisme vivant, dynamique. On souhaite que vous nous aidiez à le faire grandir pour avoir plus de moyens et plus de projets. Alors, il y a peut-être deux petites choses que je voudrais dire. On va parler d'Habitil, qui est une thérapie. Je crois que ce qui est important pour nous, au-delà de cette thérapie proprement dite, c'est de manifester notre
conviction dans la recherche, l'importance qu'il y a d'évaluer les techniques, les traitements, les méthodes diagnostiques. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de la recherche. Il faut capitaliser sur de nouvelles connaissances pour faire des progrès pour nos enfants. Je crois que c'est important aussi de comprendre que le but, c'est pas seulement de démontrer si Habitil fonctionne, ce que ça peut apporter aux enfants de déterminants sur leur pronostic, c'est de faire vivre une espérance que la mobilisation de tous les acteurs peut nous faire des progrès dans ce domaine-là. Et il faut sensibiliser à la fois les pouvoirs publics, les professionnels de santé, parce que c'est important qu'ils soient aussi tous mobilisés pour l'innovation, et puis d'essayer de sensibiliser le grand public et des donateurs sur ces sujets-là. Voilà. Enfin, vous verrez que c'est important de connaître les parcours. Là, Lucas Ravo va prendre la parole après moi. Mais on sait que les parcours de nos enfants sont compliqués, et je pense que c'est important de connaître les parcours de soins, les parcours pour l'accès au sport ou d'autres activités. C'est à partir de données précises qu'on pourra faire évoluer les choses. Donc, merci d'être là. C'est à la fois une fête, un constat des difficultés, et puis une mobilisation positive qu'on essaye de faire avec vous, et je suis sûr qu'on va continuer de progresser dans ce domaine-là. Donc, très bonne réunion, et merci à vous d'être là et aux intervenants à qui je vais passer la parole. Donc, avec d'abord Lucas. Merci Alain. Bonjour, bonsoir à tous. Lucas Ravo, je suis kinésithérapeute et doctorant avec la Fondation. D'abord, merci à tous d'être là ce soir, et puis de participer via vos soutiens à l'avancée de la recherche pour vos enfants et pour vous. Et merci à la Fondation de m'avoir permis en fait de commencer ce doctorat et cette thèse de kinésithérapie, plutôt avec un versant épidémiologique, donc comme Alain l'a présenté, qui s'intéresse au parcours de rééducation et sportif des enfants qui ont une paralysie cérébrale, donc, comme vous le savez. Donc, si je devais me présenter juste rapidement, j'ai commencé en fait mes études plutôt avec une licence 1 en fac de sport, pour accéder ensuite dans une école de kiné à Grenoble. Et pendant ces études, en fait, du fait de mes connaissances, de mes amis, ma famille, en fait, je me suis intéressé au milieu du handicap et au milieu sportif. Et donc, me suis rapproché de la fédération handisport. Au cours de ces divers événements, en fait, je me suis intéressé donc à la recherche, à ce qui pouvait permettre de faire évoluer nos pratiques, et avec un constat disons en kinésithérapie, j'ai une insatisfaction quant à notre place et à la pratique de certains thérapeutes, ou en tout cas une volonté d'amélioration. Je me suis penché sur ces recherches en lisant beaucoup d'articles et en réalisant mon mémoire sur les thérapies intensives dans le traitement de la paralysie cérébrale. Donc voilà un peu pour le cheminement. J'ai pratiqué quelques mois dans un centre de rééducation pédiatrique avant d'avoir vent de l'appel à projet de la Fondation, auquel j'ai répondu. Et donc, à l'issue de l'école, j'ai tout de suite enchaîné par cette thèse qui porte, donc, comme l'a dit Alain, sur les parcours de réadaptation, avec un petit versant sur l'aspect parcours sportif, et notamment la place de la rééducation intensive, des thérapies intensives que vous connaissez probablement, au sein de ce parcours, et comment ces diverses prises en charge, ces divers loisirs vont s'intriquer et vont être interdépendants. Donc, si on devait commencer, pourquoi s'intéresser au parcours? En fait, beaucoup de recherches sont réalisées en ce moment, et de plus en plus, heureusement, notamment celle par exemple, de Sylvain Brochard et son équipe, sur
avec comme objectif de prouver l'efficacité d'un traitement, de prouver le fait que, alors comme objectif, disons plutôt d'établir quelle efficacité le traitement va avoir et comment est-ce qu'on va pouvoir le proposer de manière concrète et réaliste à vos enfants. Seulement, une fois qu'on a l'effet de ce traitement, il va falloir justement le proposer de manière de l'intégrer à toute une prise en charge, toute une vie qui va être constituée par les loisirs, par les visites familiales, par les soins déjà existants. Et donc pour cela, c'est important. On a choisi de s'intéresser à le parcours existant, le parcours réel et suivi par les enfants, donc en rééducation, qui vont être faits de kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité. Donc, on va plutôt s'intéresser, nous, dans nos recherches, à l'aspect de rééducation motrice, moins sur les soins, la rééducation visuelle ou l'orthophonie, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, s'intéresser à tout, sans quoi nous risquerions de ne rien pouvoir conclure. Et donc, avec comme objectif, dans un premier temps, de pouvoir identifier en Isère et en Savoie les prises en charge. Donc, nos études s'intéressent à l'Isère-Savoie, mais l'outil que l'on utilisera, le questionnaire que l'on pourra diffuser, pourra être réutilisé de manière plus globale pour savoir quelle rééducation les enfants suivent, comment les sports s'intègrent dans cette rééducation et est-ce que les professionnels de santé paramédicaux sont intégrés dans ce parcours sportif? Est-ce qu'ils ont servi de relais? Est-ce qu'ils sont en lien avec les entraîneurs sur place? Et puis, s'intéresser plus particulièrement aux thérapies intensives, comme nous l'avions dit, qui sont nombreuses et, disons, qui bénéficient de recherches variables, d'une quantité de preuves, disons, variables, et donc qui sont importantes à considérer dans ce parcours. Donc, je pourrais parler longtemps de mon projet et je risque de transgresser sur le temps. Mais bon, nous pourrons en parler plus précisément tout à l'heure en répondant à vos questions. Et je vais donc terminer sur ce point-là et passer la main à Clara qui va prendre la suite. Oui, merci Lucas, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sylvain Brochard, qui est donc MPR et aussi le coordinateur du projet CAP dont Alain Châtelain vous a dit quelques mots. Donc Sylvain. Merci beaucoup. C'est un plaisir de voir autant de monde intéressé par la paralysie cérébrale en cette journée mondiale de la paralysie cérébrale. C'est effectivement un bon moment à passer ensemble, même si effectivement physiquement ça aurait été sympa, mais finalement en visio, moi j'ai mis un affichage de galerie où je vois presque tout le monde là, donc je pense que ça rend quand même le côté plutôt sympathique. Je suis Sylvain Brochard, professeur de médecine physique et de réadaptation pédiatrique au CHU de Brest, alors pas mal d'entités scientifiques brestoises. Et effectivement, du coup, je coordonne le projet CAP, qui veut dire changement induit par la thérapie habitile. Et on regarde des changements qui sont des changements fonctionnels, des changements du cerveau avec l'IRM, et on regarde des changements du mouvement avec de l'analyse du mouvement. Et ça concerne les enfants entre 1 et 4 ans avec une paralysie cérébrale, qu'elle soit unie ou bilatérale. Le projet a été financé par la Fondation en 2018 suite à un grand call international. Donc, du coup, je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'on a eu la chance d'avoir BFM TV qui est venu filmer ce qui se passait pendant les stages habitiles. Et donc, on va arrêter de parler et on va aller voir ce qui se passe en vrai dans les stages habitiles pour les petits de 1 à 4 ans. Ça s'est déroulé à Brest, c'était il y a 1 an, je crois. Du coup, c'est Mélanie, normalement, qui lance
si ça fonctionne, c'est incroyable. Chaque année en France, 1500 enfants sont victimes de paralysie cérébrale provoquée par une naissance prématurée, par un AVC ou après un accouchement difficile. Alors pour réduire ces séquelles, eh bien, la Fondation Paralysie Cérébrale finance un stage de rééducation à Brest pour les enfants de 1 à 4 ans. La première session s'achève justement aujourd'hui. C'est un reportage de Margot Trouville avec Philippine David. Ils ont quitté la maison, la crèche ou l'école. Comme Léonie, dans ce centre de Brest, 9 enfants de 1 à 4 ans, tous paralysés cérébraux, travaillent sans le réaliser. On fait la pâte à modeler. Et en fait, si on regarde bien la prise qu'elle utilise, c'est la même prise qu'elle va prendre après pour le guidon du vélo. Du coup, voilà, ça nous permet de travailler en fait les prises sans vraiment qu'elles s'en rendent compte. Ouais, là c'est bon. Et le petit ici? Avant de débuter ces 50 heures de stage réparties sur 10 jours, chaque famille a défini 5 objectifs, tous utiles au quotidien. Tu peux tirer. Voilà, ok. Lilou, 2 ans, paralysé du côté droit après un AVC, souhaite savoir enlever ses chaussettes et ouvrir son sac à dos. Parce qu'au début, on faisait des prises plus grosses comme ça, avec toute la main. Et maintenant, tu peux attraper des trucs petits, avec tes doigts comme ça, tellement t'es forte. On a beaucoup d'objectifs en lien avec l'habillage, avec les repas. Donc pour les plus grands, ça va être couper couteau fourchette. Pour les plus petits, ça va être de venir tenir l'assiette, tenir le biberon à 2 mains. Pendant ce stage intensif, chaque enfant est stimulé en permanence par 1 ou 2 thérapeutes bénévoles, comme Manon. Oui. Cette future kiné accompagne Samuel, 2 ans et demi, dans ses premiers pas sans support. On s'attendait à des progrès, mais pas aussi significatifs. Maintenant, il a gagné en autonomie et en confiance en lui. Et là, il arrive à faire une vingtaine de pas avec eux. Ces enfants sont les premiers en France à tester cette thérapie par le jeu. Un entraînement qui a déjà fait ses preuves chez les plus de 6 ans. On a une hypothèse que plus on intervient tôt, plus on va faire des progrès importants, moins il y aura de conséquences de la paralysie cérébrale. Mais on n'est pas sûr, et c'est pour ça qu'on fait ce protocole. Cette thérapie va se poursuivre en France et dans toute l'Europe l'an prochain, avant une évaluation des résultats en mars 2021. Merci beaucoup, Mélanie. J'aime bien ce petit reportage parce qu'il est un concentré de tout ce qui se passe exactement, les objectifs centrés sur la vie de l'enfant, les progrès qui sont observés pour certains et qui sont surtout évalués. Et donc, on est dans le cadre d'un protocole de recherche. On ne sait pas si ça va fonctionner. On a eu évidemment pendant les stages de très bonnes surprises et on espère qu'au niveau des résultats sur le plan scientifique, ça va pouvoir ressortir. Mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire, et personne n'est capable de vous dire si effectivement la thérapie Habitil fonctionne chez les enfants de 1 à 4 ans. Ce que je peux vous dire par contre, c'est quand on saura. Ça pour le coup, on commence à sentir qu'on va avoir des résultats bientôt quand on les analyse. Donc, aujourd'hui, on a 34 enfants qui ont eu un stage sur 50, des enfants avec une paralysie cérébrale unilatérale. Donc, les premiers résultats ils vont sortir chez ces enfants-là. Et on attend le stage de Pise qui arrive là, tout de suite, en octobre, à Pise. Une fois que Pise aura terminé, ça veut dire que tous les enfants auront été inclus. Et on a une très bonne nouvelle, c'est que tous les enfants qui ont été inclus jusque-là, on a réussi à faire leur mesure de la question principale qu'on se pose, c'est-à-dire est-ce qu'ils améliorent leur performance bimanuelle, leur motricité au niveau des membres supérieurs. Donc, on a 100% des mesures qui ont été faites, qui ont pu être faites chez tous les enfants qui ont participé. Donc, on s'attend à avoir des résultats, on va dire, fiables. Est-ce qu'ils seront positifs, est-ce qu'ils seront négatifs? On ne sait pas. Mais fiables, ça avance bien. Et donc, on ne vous fait pas de promesses parce que la science a sa vitesse, mais globalement, en juin 2021, on devrait commencer à avoir très franchement la couleur de données scientifiques solides autour de la réponse de la question est-ce que la thérapie Habitil fonctionne sur le plan de la motricité pour les enfants de 1 à 4 ans avec une paralysie cérébrale unilatérale. Ça, ce sera juin 2021. J'espère que ce ne sera pas après l'été, mais on aura ça. La deuxième chose, c'est le deuxième essai qui est en cours. Il a débuté, l'essai contrôlé randomisé pour les enfants avec une paralysie cérébrale bilatérale. Et donc ça arrive. On a 16 enfants qui ont été inclus à Bruxelles et maintenant on attend pour compléter les 50. Ce sera en 2021, 2022. Donc il faut attendre un petit peu. Mais par contre,
on cherche des enfants. On a 22 paires qu'on essaie de constituer. Donc, si vous connaissez des enfants qui ont ce profil, une paralysie cérébrale bilatérale de 1 à 4 ans, on est toujours en cours d'inclusion. Et le protocole aura lieu, du coup, entre Brest et Angers, entre mai et juin de l'année prochaine, et un petit peu à Pise aussi. Donc là, on est toujours ouvert. J'avais noté quelques chiffres pour pas qu'on oublie. Oui, le chiffre important, 1,5 million. Pourquoi c'est important? C'est parce que fabriquer des preuves d'efficacité, c'est-à-dire montrer que les choses fonctionnent ou pas, c'est-à-dire les valider, ça a un coût. Et donc ce coût, c'est 1,5 million dans ce protocole-là. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça, puisqu'il y a plein de gens qui travaillent sur ce protocole et qui ne sont pas payés directement. Mais la Fondation, elle permet ça, et du coup, 1,5 million pour fabriquer 2 preuves. Une des preuves chez les enfants avec une paralysie cérébrale unilatérale et une preuve chez les enfants avec une paralysie cérébrale bilatérale. Et je vais terminer là-dessus. Alain Châtelain disait on est attaché à la connaissance, et c'est vrai qu'on peut inventer plein de choses pour les enfants avec une paralysie cérébrale. Et il y a plein de tous les jours, il y a des nouvelles choses qui sortent. On a inventé toutes les thérapies possibles et imaginables pour ces enfants et pour ces adultes. Mais le fait de les valider, c'est-à-dire de montrer qu'elles sont efficaces et à quel point elles sont efficaces et pourquoi elles sont efficaces et à quel point elles n'ont aussi pas d'effets secondaires ou à quel point elles sont safe, on dit en anglais, c'est secure, c'est majeur. Et tant qu'on n'a pas fait un essai contrôlé randomisé, on ne peut pas affirmer ça. Et donc, proposer des thérapies qui sont validées aux enfants avec paralysie cérébrale d'aujourd'hui et de demain, c'est ce que fait la Fondation, c'est ce que font les chercheurs, et ça permet de développer des pratiques et des recommandations pour plus tard, pour les enfants de demain avec une paralysie cérébrale. C'est ce qui est en train d'arriver. La Haute Autorité de Santé est en train de recueillir toutes les preuves qui existent et va sûrement du coup publier des recommandations en 2021 autour de qu'est-ce qu'on doit proposer aux enfants avec une paralysie cérébrale aujourd'hui en France, basé sur justement l'ensemble de ces preuves, l'ensemble de ces parcours, c'est important ce que Lucas a dit aussi, et l'ensemble des préférences des parents. Et donc du coup, je vais passer la parole à Maud, puisque probablement qu'aujourd'hui, on a suffisamment de preuves pour dire que Habitil fonctionne chez les enfants de plus de 6 ans. Et c'est pour ça qu'on a essayé de l'implémenter en France. On est sur un vrai challenge. Comment on passe d'un modèle au continu à un modèle en continu associé à un modèle intensif de rééducation. Donc là, on a un vrai challenge. Quand est-ce qu'on propose de l'intensif? Quand est-ce qu'on propose du continu? On a plein de questions à résoudre. L'HAS nous aidera à en résoudre en partie, mais nous, eh bien, il faudra qu'on compose avec. Toujours est-il qu'on a des preuves aujourd'hui, qu'on a des témoignages que Habitil est intéressant pour les parents. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Maud. Je n'ai pas mesuré mon temps, mais j'ai dû être plus bavard que prévu. Désolé, je vois Clara qui sourit. Merci.